Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties, au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça, vous le savez. Et on se retrouve pour parler cette fois-ci d'une sortie cinéma. Je vais pas vous dire que je l'attendais avec impatience parce que moi et le réalisateur, on n'est pas forcément copains, on va en parler dans la vidéo de toute façon, mais je dois tout de même avouer que j'avais pour le film quelque chose entre l'appréhension, clairement, et une sorte d'attente un petit peu mêlée d'inquiétude à savoir à quelle sauce j'allais être mangée. C'est pas particulièrement négatif par ailleurs, savoir qu'on va vivre une expérience un peu différente en allant voir un film et en allant voir le nouveau produit d'un réalisateur, c'est quelque chose de plutôt positif en soi. Après, à voir si l'expérience se révèle positive ou négative, c'est ce dont on va parler aujourd'hui en abordant le dernier film de Ari Aster, le fameux Beau is Afraid, qui est sorti au cinéma cette semaine. Je ne vous en dis pas plus parce qu'il y a beaucoup à dire. Je vous laisse avec le générique, prenez-vous un petit café, on se retrouve juste après. Alors, Beau is Afraid qui est sorti le 26 avril 2023, c'est-à-dire mercredi dernier si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie. Et donc le nouveau film de Ari Aster sur lequel on va revenir ensemble, c'est un très gros bébé de 2h59, autant dire 3 heures. C'est clairement quelque chose qui a failli me freiner à aller voir le film parce que déjà que je sais qu'il faut se préparer à quelque chose d'un petit peu expérimental et d'un petit peu, on va dire, différent en allant voir les films d'Ari Aster, savoir que j'allais être coincée entre guillemets en salle pour 2h59, si le film n'est pas prenant ou trop déstabilisant, ça peut se révéler vraiment très long. On va en reparler, je pense que pour certains ça va être le cas. Le film est cette fois-ci toujours dans la même veine que les précédents films du réalisateur, dans une ambiance annoncée comme une ambiance horrifique comédie. Alors moi je dirais pas du tout que c'est de l'horreur, d'ailleurs ça n'en a pas du tout les codes. Je pense que c'est un film qui peut être un film d'angoisse, un film angoissant, comme d'ailleurs les précédents films du réalisateur, mais il n'a pas du tout les codes du film d'horreur. Et c'est un peu pareil pour les codes de la comédie, je pense qu'on peut peut-être parler de comédie noire ou de comédie satirique. Si moi je devais donner une catégorie à ce film, ce qui est particulièrement difficile, vous allez le comprendre tout au long de cette vidéo, je dirais que c'est un film d'ambiance, film d'angoisse, fictionnel, psychanalytique. Voilà. Et j'imagine que du coup ça rend les choses beaucoup plus claires pour vous. Dernière chose assez importante à retenir dans la présentation de ce film Beau is Afraid, il est distribué par le très fameux studio A24 dont on a déjà beaucoup parlé sur la chaîne et qui fait d'une manière générale beaucoup parler de lui. C'est un studio qui a un petit peu débarqué ces dernières années et qui s'est imposé dans la distribution de films ainsi que dans sa production d'ailleurs et qui a à son catalogue certaines pépites de ces dernières années, notamment le film multi-oscarisé Everything Everywhere All at Once, également le film X en septembre dernier que j'avais beaucoup apprécié et j'attends qu'ils nous sortent la suite Pearl au cinéma en France. Parce que oui, ça c'est un grand classique du studio A24. Généralement, les films qui sont distribués par ce studio nécessitent un certain délai pour arriver en France. Alors c'est en partie à cause du coût, parce que comme ils savent qu'ils mettent la main sur des pépites, ils sont plus chers que d'autres distributeurs et que ça bloque des fois les salles françaises, ou également à cause de fonctionnement interne au studio A24 qui fait que très généralement, les films qu'ils distribuent arrivent très en retard en France. Ce n'est heureusement ou malheureusement pas le cas pour ce film Beau is Afraid qui est sorti en même temps chez nous qu'à l'international, mais il faut savoir que le retard de sortie française c'est normalement un classique des studios A24. Mais au-delà de cette problématique, ils distribuent quand même de très bons films et c'est eux les distributeurs des films de Ari Aster en France, c'est donc grâce à eux que sont arrivés jusqu'à nous ce film Beau is Afraid, mais également les deux précédents films du réal, Midsommar et Hérédité. C'est d'ailleurs le moment d'aborder un petit peu ma relation au réalisateur. Je vous ai dit que c'était une relation un petit peu conflictuelle que j'avais avec Ari Aster. Je suis très admirative de son style visuel et de l'image qu'il produit et des ambiances qu'il arrive à créer dans ses films. J'ai adoré le film Hérédité, qui est vraiment une pépite du genre horrifique. C'est sorti en 2018, si vous ne l'avez pas encore vu, franchement je vous le recommande à 100%, c'est encore aujourd'hui mon favori de sa filmographie. J'ai été beaucoup plus indécise sur Midsommar. Pour le coup, toute la subtilité dans les métaphores qui étaient abordées dans Hérédité et qui donnaient cette ambiance glaucose horrifique et qui provoquaient le malaise dans son premier film, elles ont été
poussé de façon un peu plus grossière dans Midsommar, avec des métaphores qui ont un petit peu des gros sabots, ce qui m'avait beaucoup moins plu dans son second film. Après, l'image était absolument incroyable, j'ai encore des visuels du film Midsommar qui me restent. Il y a vraiment une identité dans sa photographie, une identité de la façon dont il construit son image autour de la symétrie et autour d'une sorte de malaise ambiant qui est constant dans son cinéma. C'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement bon en mise en scène, extrêmement bon à l'image, mais au-delà de ce génie, il produit quand même un cinéma qui est, disons-le, particulier. Voir un film d'Ari Aster, c'est vivre une sorte d'expérience artistique, contemporaine, qui va bien au-delà de ce qu'on peut vivre dans un film, on va dire, plus classique entre guillemets. Ça veut pas dire que l'un ou l'autre sont négatifs, il y a plein d'expériences différentes au cinéma, et c'est ça qui est génial, c'est la diversité de l'offre cinématographique et la diversité de ce qu'on peut voir en allant s'asseoir dans une salle de cinéma. Ari Aster se situe du côté du cinéma expérimental, un peu spécial, un peu particulier, qui fait qu'on sait jamais vraiment à quelle sauce on va être mangé. Et qui peut avoir tendance à être un petit peu crispant pour les gens comme moi qui n'apprécient pas trop l'aspect je suis un auteur, disons-le comme ça. C'est ce qui fait que personnellement je dirais pas que je suis une fan de son travail, je trouve que des fois c'est trop original pour être original, le fameux choquer pour choquer. Et que ça manque généralement de subtilité. Et croyez-moi, ce film Beau is Afraid n'y fait pas exception. Et que nous raconte d'ailleurs ce film Beau is Afraid? On y suit Beau, j'oserais dire que c'est un jeune homme, parce qu'il vit un petit peu comme un étudiant, il est pas vraiment installé, on sait pas trop s'il a un travail, il a un appart très peu meublé, etc. Mais il semble quand même être, disons-le, dans la fleur de l'âge. On sait pas grand chose de sa vie, on sait qu'il suit un thérapeute et on sait qu'il doit rendre visite à sa mère, qui semble être une mère assez envahissante, disons-le. Et toute l'histoire du film va être le long périple, je crois qu'on peut clairement parler de périple de Beau, qui est un homme timide et placide et renfermé, pour essayer de rentrer chez lui alors qu'il lui arrive des milliers de choses absurdes, et cela le conduit à une sorte de chemin qui est plus psychanalytique qu'un réel parcours de voyage, où il va aborder des thématiques comme sa relation à sa mère, évidemment, sa relation aux femmes, sa relation à son père, à la famille, à lui-même, son identité, etc. On est donc, si je puis dire, dans un film qui est à la frontière entre la paranoïa de son personnage et la psychanalyse métaphorique du voyage, et qui, s'il a une trame plutôt simple, rentrer à la maison voir maman, se retrouve à développer sur 2h59, je le rappelle, tout un ensemble de péripéties plus ou moins cohérentes. Au casting, on a le plaisir de retrouver Joaquin Phoenix, qui est vraiment un acteur que j'apprécie énormément. J'ai adoré le rôle qu'il incarnait dans le film Gladiator, qui lui colle à la peau depuis pour moi. Il était aussi extrêmement bon et il a été reconnu dans le film Joker en 2019. En 2013, il était dans l'incroyable film Her, où il était également extrêmement touchant. Et on va le revoir cette année en 2023 dans le prochain Ridley Scott, où il va incarner ne serait-ce que Napoléon Bonaparte. Moi, c'est un acteur que j'apprécie énormément et c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir à l'écran, comme d'habitude, en fait, comme dans la plupart de ses films. Il a vraiment un jeu que je trouve assez fin. C'est en partie pour cela que j'avais quand même cette espèce d'attente fébrile de découvrir le film Beau is Afraid, malgré les quelques inquiétudes autour du style habituel du réalisateur, dirons-nous. Si il est le seul personnage réellement principal de l'histoire, on retrouve tout de même des acteurs secondaires, notamment Naël Naapétian, ou Naapétian, j'espère que je le prononce bien, qui incarne le jeune Beau, donc la jeunesse de Beau lors de ses flashbacks ou de ses souvenirs, qu'on a pu voir dans la série Auroville ou encore dans la fameuse série NCIS. On retrouve également Parker Posey, qu'on a pu voir dans la saga Scream, dans Scream 3 très précisément, et qui était également dans l'ancienne version de Blade, pas le remake qui va arriver prochainement au cinéma, mais l'ancien Blade des années 2000. Et parmi d'autres, nous avons également Patti LuPone, qu'on a pu voir dans la série American Horror Story, et très prochainement dans la série Agatha Coven of Chaos, qui sera une des séries Marvel de l'année 2023. En soi, il y a énormément d'autres personnages secondaires, là je vous en cite que quelques-uns, mais quand je dis personnages secondaires, ce sont vraiment des personnages qui ne sont que de passage. L'histoire se centre énormément et majoritairement, et c'est le cas de la caméra également, sur le personnage incarné par Joaquin Phoenix, qui est vraiment quasiment seul à porter les 2h59 de film. Quand on y réfléchit, entre ce film, le film Joker et le film Her, c'est quand même quelque chose qui se reproduit assez souvent pour Joaquin Phoenix. Ce qui colle totalement à la thématique qui est abordée, puisque c'est un petit peu une sorte d'épopée psychanalytique pour son personnage, et c'est donc lui qui est au cœur du sujet. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur le film, je vous propose dès à présent de rentrer dans le vif du sujet, en commençant comme d'habitude sur l'image et la photographie. Sans surprise, l'image est superbe. Franchement, Ari Aster est vraiment un très très beau réalisateur, il a vraiment un regard de cinéaste qui est
très agréable à suivre, qui est extrêmement esthétique, qui joue à la fois sur la symétrie, sur le champ contre champ. Je serais même pas capable de mettre un nom sur toutes les techniques qu'il utilise, mais c'est une esthétique qui est sublime. Son travail est vraiment visuellement beau et il y a beaucoup d'images qui sont marquantes. Alors je trouve quand même que l'identité visuelle de ce film est un peu plus fade que celle qu'on a pu avoir dans Midsommar ou que celle qu'on a pu avoir dans Hérédité. Je sais qu'il faut pas forcément comparer, mais quand on va voir l'œuvre d'un cinéaste, on peut difficilement oublier ses précédentes productions. Et c'est vrai que j'ai trouvé qu'ici, on avait moins d'identité visuelle, on avait moins d'originalité que ce qu'on a pu avoir dans ses précédentes productions. On a quelque chose qui est plus gris déjà au niveau des couleurs qui sont utilisées, plus fade, et qui tourne principalement autour du personnage de Beau, comme je vous l'ai dit, donc le personnage incarné par Joaquin Phoenix, qui est un personnage assez transparent, on va dire, qui du coup n'est visuellement pas impactant. Après ça n'empêche pas d'avoir quand même de très très beaux moments, dont un qui m'a mis des étoiles dans les yeux, c'est tout le passage théâtral, je vais l'appeler le passage théâtral, je vais pas vous en dire plus, mais on a un passage où on a une sorte de court-métrage au milieu du film, une sorte d'histoire annexe au centre de l'histoire, et qui, pour donner cette espèce de regard différent, est tourné dans des décors en carton-pâte, comme des décors théâtraux qui prennent vie. C'est absolument magnifique. Tout ce passage-là, qui est à peu près au bout de 2 heures de film, il est juste visuellement incroyable. Tous les plans, t'as juste envie de faire arrêt sur image toutes les secondes dans ces moments-là, l'espèce d'ange qui descend, les masques, la façon dont il représente l'ouragan, etc. Enfin, je vais pas vous raconter l'histoire, vous la découvrirez si vous voyez le film, mais franchement, ce passage-là est juste incroyable. T'as presque envie que tout le film soit réalisé comme ça, parce que du coup, c'est juste une espèce de parenthèse qui est esthétiquement, mais superbe, mais qui du coup te laisse un petit peu sur ta faim sur le reste du film, qui est un petit peu placide, malheureusement. Après, ce qui est propre au cinéma d'Ari Aster et qu'on retrouve ici, c'est cette espèce de sentiment que tout ce que tu vois a une potentielle double lecture, que tout est réfléchi, voire surréfléchi, et qu'il y a des interprétations et des surinterprétations que tu peux faire sur tous les plans et tous les shots plans qui sont donnés. Chaque image est pensée, chaque objet est pensé, chaque position de personnage est pensée et tu le sens, t'as vraiment le sentiment d'avoir Ari Aster assis à côté de toi qui te dit ça je l'ai réfléchi, ça je l'ai réfléchi, ça je l'ai réfléchi, il faut que tu le revoies, il faut que tu vois la double lecture. En fait t'as constamment l'impression qu'il y a des doubles lectures qui t'échappent. C'est à la fois un peu frustrant visionnage et aussi extrêmement riche parce que ça te donne envie de revoir le film et pourtant 2h59 et on va en reparler. T'as pas forcément envie de t'y replonger, surtout vu l'état dans lequel tu sors du film à la fin, mais malgré ça, quand tu repenses aux différentes images, différentes mises en scène qui sont mises en place, tu te dis juste la moitié du film m'a échappé, voire les 3/4 du film m'ont échappé. C'est une cinématographie qui est extrêmement symbolique, qui est extrêmement lourde de sens et qui donne du coup de la lourdeur à son image. L'image est magnifique, mais elle est très lourde. Avec du recul, je pense que le mot exact est très dense, mais du coup il y a de la lourdeur, il y a de la masse si vous voulez. D'autant plus dans ce film-là, avec un personnage placide et une image et une colorimétrie plutôt grise, t'as un sentiment de lourdeur visuelle qui est du coup à la fois positive et négative. Négative parce que c'est fatigant de regarder ce film et en plus ça dure longtemps, mais positive dans le sens où tu te dis il y a plein de choses qui m'échappent, il y a plein de choses qui m'échappent, j'ai juste envie d'arrêter pour voir tout ce fourmillement de symbolique qui m'échappe en fait. Autre point que j'aimerais souligner par rapport à la photographie et à l'image et la façon dont l'image est pensée, il y a un sentiment de malaise qui émane du cinéma d'Ari Aster et je pense que c'est pour ça que tous ces films, que ce soit ce film Beau is Afraid ou ces films Hérédité et Midsommar, sont classés dans le genre horrifique. Alors pour Hérédité c'était évident puisque c'est la thématique et l'histoire qui est abordée, mais en soi pour Midsommar et surtout pour ce Beau is Afraid, ça pourrait vraiment ouvrir au débat parce que pour moi ce ne sont pas à proprement parler des films horrifiques. Ce sentiment d'horreur vient du sentiment de malaise que nous dégage l'image. T'as constamment l'impression que c'est très normal, mais pas du tout à sa place. Que c'est une sorte de réalité tordue qu'il nous montre, et c'est très subtil. Oui, le cinéma d'Ari Aster peut aussi être subtil, hein. C'est pas parce que je dis qu'il a des gros sabots, et on y reviendra, qu'il n'y a pas de la subtilité derrière. Ça émane littéralement de l'image, qui fait que quand tu regardes ces films, même en début de film où tu sais pas encore ce qui va se passer, même si pour le coup dans ce Beau is Afraid, dès le départ on te plonge dans un univers qui est extrêmement malaisant, tu as un sentiment de malaise qui est constant et qui peut donner ce sentiment d'horreur, ce sentiment horrifique. En plus, là c'est renforcé par des thématiques comme la nudité qui est frontalement montrée à l'image. On fait un petit coucou au fameux choqué pour choquer. Par des regards caméra qui sont souvent très déstabilisants parce que tu te sens vraiment comme percé à jour, des sourires qui peuvent être également extrêmement déstabilisants et par le fait que le film flirte constamment avec la folie. On ne sombre pas totalement dans la folie, mais on est sur cette espèce de ligne de crête où on est dans l'entre-deux entre
un réalisme d'une situation horrible qui arrive à quelqu'un et un irréalisme d'une situation qui est complètement paranoïaque et complètement fantasmée d'un personnage qui est fou. Il est pas totalement fou, mais c'est pas totalement réel ce qui lui arrive, et le fait de surfer entre ces deux ambiances et de réussir visuellement à retranscrire ces deux ambiances, c'est vraiment le signe d'une maîtrise de l'image et d'une maîtrise de l'ambiance. Vraiment, Ari Aster est un réalisateur de films d'ambiance et il fait ça hyper bien. En fait, on est ainsi entre Ari Aster et la folie. T'as l'impression que la folie, elle est juste à côté, attendant sa grande entrée dans le film, elle est à côté de toi en train de rigoler en mode mais attention, si je vous dis que ça c'est super subtil et super intelligent, il y a d'autres choses qui le sont beaucoup moins. Comme je vous l'ai dit, ce qui me dérange généralement, en tout cas depuis Midsommar dans le cinéma d'Ari Aster, c'est que des fois ces métaphores sont trop grossières et ont trop de gros sabots, et pour le coup c'est malheureusement encore le cas, notamment visuellement. Je crois que dans son cinéma, Ari Aster aime créer la rupture, et s'il y a énormément de choses qui sont subtiles et qui sont comme en suspens au niveau de l'ambiance, par contre scénaristiquement et dans les messages qui sont passés, c'est pas vraiment le cas. On en arrive rapidement à des métaphores qui sont beaucoup moins fines et beaucoup plus lourdingues, notamment visuellement, et dans cette catégorie, le pompon sur la Garonne, c'est la chose. Je ne vous dirai pas ce qu'est la chose, mais si vous avez vu le film, vous savez ce que je veux dire par la chose. C'est pas subtil, c'est grotesque, c'est moche, ça entre complètement en rupture avec l'intelligence de construction de l'image sur une autre grande partie du film. Pour moi, ça, c'est le trop-plein. Pour le coup, ça crée une rupture, c'est sûr, ça va donner une identité au film, c'est sûr. Ce film sera connu par ceux qui l'ont vu par le film où il y a la dite chose. Tu diras, tu sais ce film où il y avait ce machin là, et les gens diront, ah oui, je vois totalement, parce que clairement, une fois que tu l'as vu, tu peux plus l'oublier. Que ce soit au sens artistique ou au sens marketing, c'est très positif pour le film, mais moi j'ai trouvé ça grotesque et clairement en manque de subtilité, et c'est le moment où j'ai complètement décroché. Autant depuis le début du film, j'étais en suspens, j'étais pas certaine de savoir si j'appréciais ce que je voyais ou si j'appréciais pas ce que je voyais, mais c'est vrai qu'il y avait une certaine magie et une certaine subtilité. À partir de là, ce moment de rupture, je pense que soit tu conquis ton public à ce moment-là, soit tu le perds. Moi, il m'a complètement perdu. Et c'est ce qui se passe à chaque fois. Et c'est ce qui s'était également passé avec Midsommar de façon moins abrupte. Et là, il est allé encore plus à l'extrême de cette démarche. On aime ou on n'aime pas. Attention, je dis pas que c'est pas un choix, je dis pas que c'est pas cohérent par rapport à l'histoire qui est racontée dans le personnage. Au contraire, métaphoriquement, il y a vraiment un sens derrière la chose. Mais disons qu'il y avait la possibilité de passer ce message en filigrane, par exemple à travers des dialogues, ou de passer ce message en l'illustrant littéralement dans le film. Je ne suis pas certaine que le choix que moi j'aurais fait, c'est d'illustrer littéralement. C'est un choix artistique, c'est un choix qui est 100% assumé par le film, c'est un choix qu'il faut respecter en soi, parce que c'est vrai qu'au niveau visuel, c'est pose tes cojones sur la table et assume, c'est de l'audace. Par contre, j'ai détesté. On peut tous se mettre d'accord pour dire qu'il y a une intelligence dans la mise en scène, qu'il y a une subtilité dans la façon dont certains messages sont passés. Pour d'autres, c'est tellement gros sabot, c'est tellement lourdingue que c'est clivant. Soit tu vas adorer le concept, soit tu vas détester le concept, mais au moins le concept restera. À l'inverse, j'ai adoré la bande sonore du film. J'ai trouvé que ce soit les ambiances musicales, les usages des silences ou les voix, c'était juste ce qu'il faut. Le film étant quand même très long, et beaucoup de scènes étant très longues et beaucoup de moments étant un peu ennuyeux, on va en reparler. C'est important que l'ambiance musicale petit 1 nous tienne éveillés et surtout habite l'espace, surtout dans les moments qui sont un petit peu lancinants, et c'est le cas. Alors la musique a un côté lancinant, mais pas dans les moments qui sont, on va dire, moins rythmés. C'est un peu le pulsage de la folie qui est derrière, quoi. Tu la sens visuellement dans l'ambiance qui est malaisante, tu la sens au niveau du son également, tu la sens aussi au niveau de l'ambiance sonore, où l'ambiance sonore est parfois extrêmement malaisante. D'une manière générale, je trouve que les silences sont hyper bien positionnés, que les musiques sont très bien choisies, qu'elles accompagnent chaque fois parfaitement l'action qui est donnée, sans, on va dire, dépasser l'image. Il y a déjà tellement de fourmillements dans l'image, tellement d'informations qui nous sont transmises visuellement, qu'il faut pas que la musique soit envahissante elle aussi, parce que là du coup c'est plus les sens en éveil, c'est les sens qui explosent. Donc je trouve que pour le coup c'est très bien dosé, c'est très intelligent, et les voix sont juste incroyables. J'ai vu le film en VO, et là encore mon passage préféré, comme pour la partie image, c'est cette espèce de petit court-métrage théâtral qui fait comme une sorte de petit doudou au bout de 2 heures de film, qui est une sorte de parenthèse dans le film d'ailleurs, avec une voix off absolument incroyable, suave et profonde. C'est une voix de femme qui est superbe. Je sais pas à qui est cette voix, mais c'est une voix qui est absolument magnifique, et tout ce passage là, en plus d'être visuellement incroyable, il est sonoriquement
hyper agréable. Mais il n'y a pas que ce moment-là, il y a beaucoup de moments dans le film où on entend des voix sans voir les protagonistes, que ce soit la grande scène au téléphone du début du film qui est un petit peu la scène élément déclencheur. Cette scène-là, elle est hyper percutante et la voix au téléphone nous transmet plus d'émotions que le personnage incarné par Joaquin Phoenix durant tout le film. Ça veut pas dire que Joaquin Phoenix joue mal, attention, ça veut dire que c'est l'identité de son personnage qui est un petit peu délavée malheureusement. Mais pour le coup, la voix au téléphone, elle est ouf. La voix de sa mère au téléphone, les intonations que ça nous transmet, enfin franchement, il y a une super direction d'acteur et ça me fait une transition pour vous parler de l'acting. L'acting est au poil. Clairement, tous les personnages secondaires ont quelque chose, ils arrivent à exister à l'image alors que scénaristiquement ils n'existent pas, ou quasiment pas. Sur les 2h59 de film, il y en a certains qui font des apparitions de 3, 4, 10, 5 minutes. Comme c'est plein de micro-étapes dans l'épopée de Joaquin Phoenix, bah du coup, ils ont pas beaucoup de temps pour exister à l'image. Et pourtant, ils arrivent chacun à développer vraiment quelque chose à l'image, que ce soit le caractère de base du personnage, que ce soit ses motivations un petit peu secrètes et intrinsèques derrière. J'arrive à me souvenir d'énormément des personnages secondaires alors qu'ils apportent pas grand chose au schmilblick. En fait, ce que j'ai réfléchi après avoir visionné le film, c'est que les personnages sont plus des concepts ou des idées incarnées par des personnages que des personnes en elles-mêmes. Je me suis rendu compte que ce soit Beau, que ce soit sa mère, que ce soit la fille du truc théâtral, j'ai retenu les noms de personnes, hein, je vous préviens, ils apparaissent vraiment pas assez longtemps à l'écran pour que j'ai retenu leur nom, que ce soit les gens qui l'accueillent, etc. Tous ces personnages-là, du personnage principal au personnage le plus secondaire, t'as l'impression qu'ils sont plus des concepts humanisés que des vraies personnes. Ça fait peut-être partie de la 15e couche de lecture du film, parce que clairement il y en a des milliers de couches de lecture du film, ou alors c'est moi qui ai complètement fantasmé le truc, mais j'ai vraiment l'impression que plus que des personnes, ils ont incarné des idées ou des concepts, un peu comme dans le film Vice Versa, vous voyez, et je vais faire beaucoup de parallèles avec le film Vice Versa parce que en fait ce film Boy is Afraid m'a fait penser à une sorte de Vice Versa pour adultes un peu perché. Dans le film Vice Versa, vous voyez, les personnages incarnent la joie, la tristesse, le dégoût, et ben là j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose mais poussé de façon beaucoup plus adulte et beaucoup plus fine, avec une beaucoup plus grosse diversité de concepts, et peut-être que c'est moi qui extrapole énormément, mais au niveau du caractère development, j'ai parfois l'impression, quand je réfléchis à certains personnages, qu'ils sont plus des concepts que des personnages. Mais ça, je pense que ça mériterait un revisionnage et je suis pas certaine de vouloir faire un revisionnage. Concernant Joaquin Phoenix, malheureusement, il a un personnage qui manque de substance. Beau, notre personnage principal, est insupportable. Il est insupportable parce que le monsieur est une serpillière. C'est pas de sa faute, c'est littéralement le sujet du film. C'est pour ça qu'il fait une psychanalyse métaphorique sous la forme d'un voyage transcendantal, fantasmé, pour rejoindre sa maman. Parce que clairement, il a des problèmes d'identité, il a des problèmes avec sa mère, il a des problèmes avec la parentalité, il a des problèmes avec la virilité, il a des problèmes avec les femmes, il a beaucoup de problèmes le monsieur. Et en soi, l'acting de Joaquin Phoenix est très bon puisqu'il joue très très bien le mec effacé qui a pas d'identité. Mais du coup, au bout de 2h59, t'en as jusque-là de beau. Parce que il est relou. Tu peux pas t'identifier à lui. Enfin moi en tout cas, j'ai pas du tout réussi à m'identifier à lui et j'ai pas du tout réussi à rentrer en contact avec son personnage émotionnellement ou au niveau de ses motivations, parce que des motivations, il n'en a pas. Le monsieur va pas bien. Le monsieur est délavé. Il a une personnalité délavée. C'est pas de sa faute, c'est tout le sujet du film, donc en soi c'est normal, mais c'est un peu frustrant. Après, comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout la faute de l'acting, c'est vraiment le caractère development qui est conçu comme ça. Et sans transition, le rythme du film. C'est éprouvant, c'est pas fun, et c'est long. C'est long. Oh, qu'est-ce que ce film est long. Alors là encore, ça fait partie du concept. On veut nous faire vivre une épopée. On veut nous montrer à quel point c'est dur de sortir de ces névroses. T'inquiète que la majorité des adultes du 21e siècle sont au courant que c'est difficile de sortir de ces névroses, Harry. Je suis pas certaine que t'avais besoin de nous faire subir 2h59 de ça sur un rythme aussi placide pour nous le rappeler. Mais bon, ça c'est la petite parenthèse. Qu'est-ce que c'est ramant. Ça rame. Et tu rames pendant tout le film, je vais vous le dire, très sincèrement. J'ai posé les pieds dans le plat, direct. Petit 1, je me suis ennuyée. Petit 2, il y a même des moments où j'ai commencé à piquer du nez. Alors c'était un jour où j'étais fatiguée, je vous l'accorde. Mais il y a des moments, vraiment, j'ai commencé à avoir envie de dormir, ce qui est extrêmement rare chez moi au cinéma. La dernière fois que c'est arrivé, je m'en souviens, c'était devant Jurassic World 3.
Je pense que vous mesurez du coup que c'est en général pas un bon indicateur. La gestion du rythme, bien que volontaire, bien que elle aussi transmettrice de messages, je pense, sur du coup l'aspect épopée, l'aspect éprouvant de ce que vit Beau, c'est pas possible et c'est pour ça que je pense que je ne reverrai pas le film malgré ma curiosité de creuser certaines idées ou de creuser certains concepts. On est constamment déjà en attente qu'il se passe quelque chose sur cette fameuse corde raide où on attend le basculement ou non vers la folie de notre personnage principal. Le personnage principal qui est placide et mou et délavé, c'est vraiment éprouvant et en plus c'est pas fun. Tu subis, c'est un chemin de croix, tu subis et je suis certaine que c'est volontaire. Je suis certaine que ça fait partie de l'expérience que Ari Aster voulait nous faire vivre et je le remercie pas parce que j'avais pas envie de vivre ça. Mais d'un autre côté, j'ai vécu quelque chose et je suis contente de vivre quelque chose dans une salle, mais je suis pas sûre d'avoir envie de le revivre par contre. C'est vraiment comme une chute sans fond où t'as envie d'en finir et tu n'atteins jamais le bout du truc. Et en plus là dans la salle où moi j'ai vu le film, il y a le générique qui a commencé, je me suis dit ah ça y est, libéré, délivré, les lumières s'allumaient pas, les gens bougeaient pas, la salle était pleine, je pouvais pas partir. Je suis restée 5 minutes de plus en bonus à voir défiler le générique sur l'espèce de bruit d'eau qu'on a à la fin. Je me disais mais ça n'en finit jamais, ça n'en finit jamais. Vraiment ça pour moi c'est le gros point noir du film. Même si c'est volontaire etc, je me répète, là pour le coup c'était vraiment trop éprouvant. Pourtant, il y a des moments qui sont super top. La petite respiration, et je vais encore revenir sur ma partie théâtrale que j'ai trouvé absolument géniale. Petite parenthèse qu'on nous offre au bout de 2 heures de film, mais c'est une littérale bouée de sauvetage. C'est le moment où j'ai pris ma respiration en me disant oh, ça y est, il se passe quelque chose, ça y est, je suis émerveillée, ça y est, je souris. Il y a quelques autres moments où j'ai souri parce qu'il y a quelques scènes qui sont cyniquement drôles, hein, c'est de l'humour noir principalement, mais il y a quelques scènes qui m'ont fait sourire, et globalement, c'est les quelques petites lumières dans mon périple, mais sinon, c'est vrai que c'était vraiment éprouvant. Je pense que j'ai pas d'autres mots pour vous le dire, c'était éprouvant. T'es dans une sorte de malaise constant avec une valse de personnages secondaires qui tournent autour de toi. Tu ne crées pas vraiment de relation avec Beau. Donc c'est une sorte de longue perdition ectoplasmique qui manque d'identification. Alors peut-être que ça manque d'identification parce que je me sentais pas du tout concernée par les propos qui étaient abordés dans le film. On traite beaucoup de la virilité, du rapport à la mère, notamment du rapport du garçon à sa mère et du garçon à son père. Du coup, nécessairement, je me suis pas sentie extrêmement concernée, même si j'ai vu les messages. Mais du coup, je l'ai vécu vraiment comme une longue perdition ectoplasmique. Et c'est pas forcément quelque chose que je souhaite vivre dans ma vie. Voilà. Et nous en arrivons au message du film. Alors comme je vous l'ai dit, des messages dans le film, il y en a énormément et je vais pas forcément tous les aborder parce qu'on en a déjà globalement parlé durant toute la vidéo, puisqu'il est difficile de parler de l'image, du son, de l'acting, du character development ou du rythme sans aborder les messages qui sont en fait le centre de l'histoire. Vous savez que je vous parle souvent sur la chaîne des messages dans les films. Moi, je n'aime pas quand le message est supérieur à l'histoire qui nous est racontée. Là, l'histoire qui nous est racontée est le message. On a clairement une fusion du concept qui m'a pas forcément mis très à l'aise non plus. En gros, on est sur une très longue métaphore, parfois lourdingue, d'une psychanalyse. Ce film est une longue psychanalyse. Et d'ailleurs, tu sors du film en te demandant si tu as besoin d'une psychanalyse, et en te demandant si Ari Aster n'aurait pas besoin d'une psychanalyse, et en te demandant du coup pourquoi il t'a fait assister à sa psychanalyse. Comme je vous dis, c'est une sorte de vice-versa pour adultes, qui, là où le film Vice Versa aborde la transition de l'enfance à l'adolescence, ce film-là aborde la crise identitaire d'un adulte ayant un Oedipe mal résolu. Et si en soi ce sont des étapes de vie qui peuvent être très intéressantes à aborder avec son thérapeute, je suis pas certaine que ce soit des thématiques qu'il soit adapté d'aborder dans un film de 2h59. En tout cas, pas forcément avec moi. Bien sûr que ça va intéresser des gens, je vous juge pas du tout, mais moi pour le coup, j'avais pas forcément envie que Ari Aster me parle de ses névroses. Et je comprends pas qu'est-ce qui m'est arrivé pour que je me retrouve à causer des névroses de Ari Aster et de sa relation avec sa mère. Parce que pour le coup, le film a quelque chose de tellement personnel que ça peut difficilement être une thématique qui ne lui est pas propre. Et je crois que c'est ce qui m'a le plus agacé, cette espèce de voyeurisme névrotique, très très nombriliste en fait, très moi, qui tourne énormément autour du personnage principal, qui est un ectoplasme et qui dit en fait bien plus de la personne qui est derrière la caméra que de la personne qui est devant, je sais pas si vous me suivez, mais ça pour le coup c'est vraiment quelque chose qui m'a fatiguée dans le film, le côté très nombriliste, très personnel. Moi j'imagine en fait la scène dans mon esprit où Ari Aster est allé voir un thérapeute, le thérapeute lui a dit parlez-moi de votre mère, et Ari Aster lui a répondu je vais faire mieux, je vais vous faire un film dessus, et il a produit ça. Je suis pas certaine que ce soit nécessaire de faire assister à des gens à ta psychanalyse. D'autant plus qu'on a quand même saupoudré là-dessus le côté regardez comme je suis subversif, regardez comme je suis audacieux, regardez comme mon cinéma est différent,
qui peut être un petit peu agaçant. Alors peut-être que c'est moi qui le perçois comme ça et que c'est pas du tout dans la volonté de cette création artistique. C'est sûr qu'il faut énormément d'audace pour produire un truc pareil, il a tout mon respect pour ça, mais je pense qu'il y a quand même un côté très artiste et très voyeuriste qui, moi, me met mal à l'aise dans ce genre de production, qui ne me séduit ni dans la peinture, ni dans la photographie, ni au cinéma. Maintenant, c'est pas parce que moi ça ne me plaît pas que ce n'est pas bien. Attention, je fais bien sûr la distinction entre mes goûts personnels et la valeur d'une œuvre. Tous les autres messages du film ensuite découlent de cette lecture, on va dire, psychanalyse, où on va aborder différentes névroses et différentes perceptions de soi. La première et principale étant la relation à la mère castratrice, la mère menthe religieuse, image qui est littéralement et de façon relativement grotesque mise à l'image d'ailleurs, et qui manque, je trouve personnellement, de subtilité. C'est un message qu'on peut totalement passer dans un film qui serait beaucoup moins littéral dans son propos, et je crois que pour le coup, personnellement, ça me séduirait plus. Après, il faut bien sûr de tout pour faire un monde, hein, c'est pas la question. Métaphore grossière plus le voyeurisme de la thématique, moi personnellement m'ont fait décrocher du film. Et c'est vraiment dommage parce qu'au début on a une espèce de voile qui est vraiment pertinent et on a une espèce de subtilité qui est vraiment pertinente, que j'ai apprécié sur les premières 35 minutes, 45 minutes de film je dirais. Très rapidement le voile se déchire, c'est-à-dire que l'espèce de freak show qui entoure le personnage, à la limite de l'absurde qui l'entoure, se déchire très rapidement et on se rend compte que toutes ces choses-là ne sont que plein d'avatars de la façon dont Beau se représente, la façon dont il se perçoit, la façon dont il pense que son environnement le perçoit. Et s'il y a ainsi des avatars de Beau en fonction des perceptions, il y a également des avatars de sa mère, la mère qu'il aurait voulu qu'elle soit, la mère qu'elle est, la mère qu'il s'imagine ou que les autres s'imaginent, et même chose pour son père, inexistant mais extrêmement présent durant tout le film. C'est une sorte de représentation, si vous voulez, littérale de la paranoïa. Et en fait, à partir du moment où ce voile commence à se déchirer, ça ne s'arrête plus jusqu'à la chose. En fait, jusqu'à la chose qui est vraiment le plus du fin, des pieds dans le gâteau. On peut plus contourner le sujet, tu ne nous racontes plus vraiment une histoire, tu mets juste les pieds dans le plat. Et d'ailleurs, à partir de l'apparition de la chose, qui est vraiment le point de rupture du film, ça n'a plus de réelle cohérence et on termine sur cette espèce de scène de fin un peu bizarre. Moi je trouve qu'ils auraient dû terminer sur la chose d'ailleurs. Je trouve que les espèces de 10 minutes qu'on a en plus, 15 minutes voire même qu'on a en plus, parce que celles-là m'ont paru extrêmement longues quand même, pour le coup elles sont en trop. Ils auraient dû terminer sur la chose, le point de rupture, basta. En fait c'est le moment où le film assume complètement et ne joue plus de faux semblants avec sa volonté au niveau de ce qu'il voulait nous raconter et au niveau du message qu'il voulait passer. Moi ce fonctionnement-là ça m'a vraiment irrité. D'autres vont crier au génie je pense parce qu'il y a vraiment un génie, on va dire, dans cette façon de faire les choses. Moi, j'y ai surtout vu la longue agonie d'une métaphore lourdingue, mais je pense qu'il est quand même très difficile de représenter à l'image, et il est très audacieux de représenter à l'image la longue agonie d'une métaphore lourdingue. Donc, dans tous les cas, il y a une forme de génie derrière. Et ça me mène d'ailleurs à la dernière partie. Je respecte profondément le cinéma d'Ari Aster, même si je ne l'aime pas. Et je crois que je respecte profondément ce film, même si je ne l'ai pas aimé. Même si je l'ai trouvé très beau et même si je l'ai trouvé intéressant et même si j'aime bien quand il y a plusieurs couches de lecture, j'ai pas passé un bon moment du tout devant ce film et j'ai pas du tout envie de le revoir. Et je suis passée par très peu d'émotions au final, l'émotion principale étant oh my god mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce que je fais là, et ce durant 2h59 et je lui suis pas reconnaissante du tout de m'avoir fait vivre ça durant 2h59, mais d'un autre côté je reconnais à 100% qu'il m'a fait vivre quelque chose. Je suis pas sortie du film en mode j'ai rien vécu, non j'ai vécu quelque chose, j'ai pas aimé ce que j'ai vécu et je veux pas reproduire l'expérience, mais j'ai vécu quelque chose et pour le coup ça me rappelle ce que j'ai vis-à-vis de l'art contemporain par exemple qui me parle très peu, mais qui laisse rarement indifférent. J'ai beaucoup de respect pour l'audace déjà dont il fait preuve dans ses films, pour l'intelligence et la création et la beauté de son image, pour la façon dont il dirige ses acteurs qui est vraiment excellente, pour la façon dont il choisit ses musiques qui est vraiment excellente, pour sa mise en scène qui est très impressionnante, pour son image qui, même si ici est un peu fade, m'a beaucoup impressionné dans ses autres films, et j'ai beaucoup aimé le film Hérédité par ailleurs. J'ai beaucoup de respect pour tout ça, mais en fait, lui et moi, on parle pas la même langue cinématographique, on n'attend pas la même chose des films que l'on va voir, je pense, et c'est pour ça que chaque fois que je vais voir un de ces films, je ressors pas du tout satisfaite de ce que j'ai vécu durant ce film. Oui, son manque de subtilité m'irrite. Oui, la longueur de son film m'a crispée au possible, mais c'est ça qui fait la fascination et l'originalité et la différence de ce qu'il produit, et réussir à fasciner et à être original dans un milieu aussi concurrentiel que le milieu du cinéma, je respecte sincèrement cela. En fait, j'ai juste envie de lui tirer mon chapeau parce que c'est irritant de voir à quel point son cinéma est incohérent, exagéré et excessif, et pourtant il fonctionne. Je dois dire que, en fait,
son film est réussi. Il n'est pas réussi pour moi, c'est pas à moi qui se destine, mais je pense voir ce qu'il a voulu faire dans ce film, et pour moi, ce qu'il a voulu faire est réussi. Maintenant, un film peut tout à fait être réussi et ne pas me plaire, et être réussi et ne pas vous plaire. Et je suis totalement capable de faire la distinction entre la réussite et la beauté et la qualité d'une œuvre et le fait que je l'apprécie. Je n'apprécie pas ce film, mais pour moi, il est réussi. Parenthèse, c'est un petit ajout que je fais alors que j'ai déjà terminé ma vidéo, du coup je le rajouterai là entre mon analyse du travail de Ari Aster et mon bilan sur ce film. J'ai réfléchi au titre et en fait je trouve que le titre est vraiment très bien choisi, Beau is Afraid. Le nom du personnage principal en fait est très bien choisi parce que je trouve que pour le coup il y a une réflexion autour de l'art et autour du beau et de ce qui est beau et de ce qui effraie la beauté, et que ce soit l'audace et le manque de subtilité et le malaise qui, on va dire, se répand de ce film, tout ça correspond à une remise en question de ce qui est beau et à une remise en question de ce que nous trouvons bon, en fait, de ce que nous plaît à nous. Peut-être que j'extrapole énormément, mais je trouve qu'il y a une réflexion philosophique qui est intéressante, qui est mise en avant par le titre du film et qui entre en résonance durant tout le film autour du personnage du coup de Beau, qui est beau au regard de sa mère, mais beau comment? Parce qu'elle l'a idéalisé et lui il essaye de correspondre à cet idéalisme de la même façon que l'idéal esthétique qui tranche entre ce qui est beau et ce qui ne l'est pas. Y a-t-il deux facettes de ce qui est beau? Une facette que l'on va valoriser, une facette que l'on va enfermer au grenier? Doit-on modeler la beauté selon nos valeurs de beauté ou doit-on accepter la beauté telle qu'elle est? Peut-il y avoir de la beauté dans tout d'ailleurs? Qui donne la vie à la beauté? Y a-t-il vraiment rien de plus beau que l'amour d'une mère? Ça met aussi en relation la beauté et le féminin, la beauté et le viril ou le masculin. Donc voilà, il y a plein de possibilités que je trouve un peu intéressantes. Et si on va encore plus loin, en question le fait qu'on psychanalyse ici non pas beau la personne, mais beau la beauté. Donc on psychanalyserait une notion et c'est pour ça que tous les personnages seraient des concepts, et oui, je pars trop loin. Je sais pas si vous voyez le truc, mais en tout cas je trouve que le titre est bien choisi, que le nom du personnage principal est vraiment super bien choisi et que je crois que se cache encore là une autre potentielle couche de lecture que je ne creuserai pas plus. Nous en arrivons donc au bilan de ce très long avis. Je n'ai pas aimé le film, je suis honnête avec vous, je le dis, j'ai mis un moment à le réaliser parce qu'en soi pour moi il y a du positif dans ce film, l'image est superbe, la musique est très bien choisie, l'acting est réussi, les acteurs jouent bien, la direction d'acteur est super, on sent que tout est pensé, que tout est réfléchi, mais soyons honnêtes, je n'ai pas du tout passé un bon moment devant ce film, je n'ai pas du tout envie de le revoir, je n'ai pas envie de revivre cette épopée éprouvante et malaisante que j'ai subie durant 2h59, car oui, j'ai subi le film. Mais ce n'est pas parce que je l'ai pas aimé que ce bilan sera forcément totalement négatif. Comme je vous l'ai dit, je respecte énormément l'audace et le travail d'une manière générale de Ari Aster, mais ce n'est pas un travail pour moi. Du coup, à la question habituelle, est-ce que je vous recommande le film? Ça dépendra totalement de vos goûts. Si vous avez des goûts qui se rapprochent des miens, que vous aimez les films subtils, les différentes couches de lecture qui mettent pas trop les pieds dans le plat, que vous aimez les films qui ne traînent pas en longueur et qui ne sont pas éprouvants à vivre physiquement et ennuyant par certains côtés, je suis pas sûre que vous passerez un moment exquis devant ce film. Mais si vous aimez les choses incongrues, si vous aimez vivre quelque chose, vivre une expérience, même si c'est pas franchement au sens positif, si vous êtes intéressé par une sorte d'apport psychanalytique dans le cinéma, si vous préférez analyser les personnages que réellement les voir vivre des choses, si vous aimez l'art contemporain, si vous aimez les choses qui ne sont pas forcément esthétiques et ce qui n'est pas vraiment beau, et si au moment où j'ai dit pas vraiment beau, vous avez eu envie de me retourner la question mais qu'est-ce que la beauté après tout, je pense que ce film pourrait vous plaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce film est une expérience vraiment originale et unique. Ça veut pas dire que c'est une expérience super cool et super épanouissante, mais ça veut dire que au moins le film a le mérite de nous faire ressentir des choses, de nous perturber, de nous toucher, ce qui est déjà énorme pour une œuvre artistique. Mais voilà, pour moi, hormis le passage théâtral que j'ai trouvé comme une bouée de sauvetage au milieu de mon visionnage, c'était un film lourdingue et indigeste et j'ai pas du tout envie de revivre ça. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette très longue vidéo jusqu'au bout, mais j'avais beaucoup de choses à dire sur ce film parce que je pense que c'est un film qu'il est très difficile de résumer en quelques mots et quelques phrases. C'est un film qui est simple, brut de décoffrage, mais aussi très compliqué, avec plein de couches de lecture, donc j'ai préféré prendre le temps. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like juste ici, ça fait plaisir, ça me soutient dans ce que je fais et ça aide YouTube à référencer la vidéo. N'hésitez pas également à laisser un commentaire pour me donner votre avis sur ce film si vous l'avez vu, votre avis sur cette vidéo et notamment les différentes analyses et pistes de lecture que j'ai proposées durant la vidéo. Ce ne sont pas les seules, bien sûr, je pense que vraiment il y a
énormément de couches de lecture dans ce film, mais essayez de vous lancer quelques pistes tout en n'étant pas dans le spoil, évidemment, comme toujours. Donc n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts pour qu'on en discute ensemble, je lis tous vos commentaires et j'essaie d'y répondre quand j'ai le temps. Et si ce n'est pas encore le cas et que vous voulez voir d'autres vidéos de ce style sur les sorties cinéma ou streaming d'actualité, je vous laisse vous abonner, c'est juste en dessous, c'est gratuit, ça fait plaisir, et vous pouvez activer la cloche pour recevoir une petite notification chaque fois que je sors une vidéo. Moi je ne vous embête pas plus, je vous souhaite à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnage, peut-être l'expérience incongrue qu'est le film Beau is Afraid, et ce sur 2h59 de votre temps. Surtout, prenez soin de vous, et nous on se dit à très vite. La luminosité est absolument horrible. Voilà, c'est dit. J'ai 1, 2, 3, 4 lights et la luminosité est quand même dégueulasse. Déjà ça se reflète dans mes verres de lumière, de lunettes, donc je peux pas mettre une lumière pile en face de moi pour bien m'éclairer. Une qui est là, et j'en ai d'autres qui sont ici, plus le fait qu'ici il y a une fenêtre que je ne peux pas déplacer et que je peux pas fermer parce que sinon j'ai vraiment zéro luminosité. Mais dehors il fait super gris. Bref, la lumière c'est vraiment un énorme problème dans les vidéos, tout le monde s'en fout, c'est pas grave. J'ai attendu un jour où il fasse à peu près beau pour pouvoir avoir une bonne luminosité, et en début d'après-midi il faisait à peu près beau, je prépare tout, je m'assois, il fait moche, comment vous dire. En plus là du coup j'ai regardé les lights, j'ai l'air malade non? La luminosité c'est un énorme problème. Je vous jure que j'ai fait au mieux. Pour ça nous allons parler d'un film traumatique est le terme. J'ai pas mal réfléchi sur le film pendant les quelques jours que j'ai laissé passer comme d'habitude avant de filmer la vidéo. Disons que le mot traumatique me semble correspondre, mais on va voir où va aller ma réflexion sur le film. En fait, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a un aspect traumatique évident, de nécessité de thérapie qui est évident. Une petite idée d'un espèce de trailer à vous faire en avis rapide, je sais pas si je pourrais le faire, bref. Messages qui sont brassés, presque trop d'ailleurs dans ce film. Je vais voir où ça va nous mener, voilà. Hydratation, et on est parti. Tu la sens sonoriquement et voilà, c'est pas forcément 1 heure de tournage parce que j'arrêtais pas de chercher mes mots et que je savais pas. parce qu'il est compliqué ce film, il est compliqué, et parce que vraiment je voulais nuancer, j'ai pas aimé, mais pas parce que c'était mauvais, juste parce que c'est pas pour moi. Je pense que le film il est qualitatif, je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix. Le film est exactement tel que son réalisateur voulait qu'il soit, mais j'ai pas aimé ce qu'il est. Quand je dis que certains réals et moi on parle pas la même langue cinématographique, c'est ça. Et c'est le cas aussi de d'autres spectateurs, peut-être vous qui m'écoutez actuellement. Peut-être que vous ne recherchez pas la même chose lorsque vous allez au cinéma que moi. Et du coup ce film-là m'a offert un truc que je recherchais pas du tout. Je voulais pas du tout vivre ça. J'ai pas apprécié de vivre ça. Mais je reconnais que j'ai vécu un truc. Et en soi c'est déjà beaucoup. Mais j'ai pas aimé. Et je reproduirai pas l'expérience. Enfin voilà. De toute façon, j'ai déjà développé 15 000 ans ce que je voulais vous dire, donc j'espère que j'aurai été comprise. J'espère vraiment que vous allez pas mal interpréter mes propos. Monsieur Harry Astor, je sais pas si vous parlez français, je vous déteste pas, hein, juste vous et moi on n'est pas copains, voilà. Enfin, on pourrait être potes, mais j'aimerais toujours pas vos films, je crois. Allez, merci d'avoir regardé cette scène post-générique.